Attention, cet épisode spoil allègrement Akame ga Kill et va même jusqu'à raconter la fin. Si vous n'avez pas encore vu Akame ga Kill, allez le voir, puis revenez. Mais si, comme l'auteur de cette émission, vous êtes un gros branleur de première, vous pouvez directement regarder cette vidéo. Ça vous fera gagner du temps. Cordialement, le stagiaire. Bestios, mais qu'est-ce que tu fous avec ce micro d'abord? Non, rien, c'est pour un truc. Ouais, je te fais pas confiance, tu sais très bien ça, hein. Eh, Teromik, c'est vrai que t'as commencé Akame ga Kill? Ouais, c'est vachement cool, dis donc. Et sinon, tu sais pourquoi Tatsumi il est pote avec Saint-Pierre? Ça m'a l'air de très mauvais goût, mais dis toujours. Parce qu'il est mort, putain. C'est bien ce que je pensais. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On ne spoil pas la fin des animés. Je m'en fous. Je les spoil dans 2 heures. Alors tu vas souffrir un maximum jusqu'à ce que je te bute. Akame ga Kill est à la base une série de mangas écrits par Takihiro et dessinée par Tetsuya Tashiro, prépubliée en mars 2010 dans le magazine Gangan Joker. Et on est aujourd'hui bloqué au 60e chapitre à l'heure de l'écriture de cette vidéo. Oh bordel! Une série animée est sortie en automne 2014 par White Fox et diffusée en France sous simulcast par ADN, donc autrement dit par personne. Et c'est de la série animée qui nous intéresse aujourd'hui. On nous raconte l'histoire de Tatsumi, un jeune villageois vachement balèze à l'épée qui se rend à la capitale pour amasser de l'argent pour son village. Par un concours de circonstances et de meurtre de ses amis, il va rejoindre une bande d'assassins du nom de Night Red, une sorte de confrérie noire de mèche avec les partisans de la révolution. Leur boulot est d'éliminer un maximum de personnes haut placées au sein de l'Empire, et tout particulièrement le premier ministre qui manipule l'empereur et qui était la source de toute la corruption de la capitale. Chacun des membres de Night Red possède un Teigu, des armes plus ou moins magiques, chacune ayant des caractéristiques propres comme le sabre qui provoque la mort à la moindre coupure ou le sniper dont la puissance de feu s'accroît quand le porteur est en danger. Bon, en gros, c'est ça l'histoire, et puisque ça a l'air cool, regardons ce que ça donne. On retrouve ensuite Tatsumi qui se rend à la base de Night Red, qui est un putain de château de malade qui se voit à des kilomètres. Night Red, le principe d'une base secrète, c'est qu'elle soit secrète. Vous êtes pas crédible là. Je suis caché. Donc on fait la connaissance avec tous les personnages, tout d'abord Léon, l'archétype parfait de la Onesan, dont le Teigu lui permet de décupler sa force physique, Lubak, le sidekick rigolo qui pour une fois pète la classe, dont le Teigu est une arme à la Amazing Spider-Man qui lui permet de contrôler ses fils, Brat, l'homo... Ah non, c'est pas du tout homophobe, c'est juste qu'au début de l'animé, c'est tout ce qu'on sait de lui. Qui a un Teigu qui le fait revêtir une arme qui augmente sa force physique avec quelques capacités supplémentaires, Mine, la tsundere avec un gros sniper dont la puissance augmente quand elle est en danger, Najenda, la chef de l'organisation, Shere, la kudere avec une paire de ciseaux géantes qui peut tout couper, Oh mon dieu, Ryuko, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? et enfin Akame, qui possède un sabre qui tue à la moindre coupure. Ce qui, quel que soit le contexte, c'est un avantage considérable. L'aventure commence donc en suivant un schéma d'épisode assez classique où on nous présente les personnages jusqu'à l'épisode 6 où... Attendez, on peut repasser là? Donc, Shere meurt. Mais c'est pas une si mauvaise idée que ça en fait. Je m'explique, les premiers épisodes d'Akame ga Kill sont on ne peut plus classiques et à ce moment-là de l'anime je pensais sérieusement que l'histoire allait suivre un schéma type d'un anime de 12 épisodes. Je vais prendre en comparaison l'anime Rokujuma no Shinryakusha, qui fera aujourd'hui office de cas d'école. Dans Rokujuma, on commence par la situation initiale où on fait la connaissance du héros lors de son déménagement, ce qui veut dire au moment où quelque chose change dans sa vie. Comme dans Akame ga Kill. Puis vient tout de suite après un élément perturbateur où il fait la rencontre avec plusieurs personnages représentant chacun un cliché de l'animation, que ce soit la tsundere, la onesama ou le sidekick rigolo qui vont donner un but à l'anime. Dans Rokujuma, ce sont 4 filles qui s'affrontent dans un jeu de société pour prendre le contrôle de la chambre du héros, tandis que dans Akame ga Kill, Night Red se bat pour libérer l'empire de la corruption. Chacun son délire, on va pas se moquer. Arrivent ensuite les péripéties. À partir de là, les épisodes vont servir à présenter un à un les différents personnages. La première partie de l'épisode sert à faire plus ample connaissance avec celui-ci, puis en milieu d'épisode, un truc pas cool arrive que le héros et le personnage qu'on présente règlent dans la deuxième partie de l'épisode. Sauf pour le sidekick rigolo qui n'a jamais le droit à un épisode à lui. Et c'est révoltant. Une fois que tous les personnages ont été présentés, Sauf le sidekick rigolo. un truc pas cool, encore plus pas cool que les autres trucs pas cool arrivent, tous les personnages s'allient pour le battre, tout le monde est content, il y a une morale en voix off pendant que la caméra pointe vers le ciel, et c'est la fin. Voilà. Ouh. C'est chaud d'éviter tout ça. Ouh. Ce schéma narratif est repris dans un bon nombre de petites adaptations, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Regardez Rokujuma, elle suit cette structure à la lettre et n'en reste pas moins un très bon animé.
Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Premièrement parce que Rokujuma est un animé très sympa que je vous conseille d'aller voir si vous avez un peu de temps libre, mais aussi parce que Akame ga Kill avec la mort de Sherry brise ce schéma. La mort de Sherry est donc des plus inattendues, et en plus de redonner un peu de suspense à l'intrigue, elle permet de développer les autres personnages encore en vie. Bon, et puis c'est pas grave, c'est qu'un personnage secondaire, je suis sûr que ça se reproduira plus par la suite. Donc on retrouve les personnages peu après la mort de Sherry, chacun essayant de gérer ses émotions à sa manière, ce qui nous donne droit à une très belle scène avec Akame qui nous permet de comprendre un peu mieux celle-ci. Pendant ce temps-là, du côté de l'Empire... On apprend que la générale SDS est rentrée à la capitale et que le premier ministre lui a donné pour mission d'éliminer Night Red. C'est ce qu'il entreprend en envoyant ses 3 lieutenants connus sous le nom des 3 bêtes, chacun ayant eux aussi un Tegu. Après un enchaînement de circonstances dont 2 bains de sang, Tatsumi et Brat se retrouvent sur un bateau en prise avec les 3 bêtes envoyées par SDS. Bien, je vais profiter de cet instant pour inaugurer les points personnages. En gros, je mets l'histoire en pause pour m'attarder sur un ou plusieurs personnages que je décortique en long, en large et en travers. Je la fais la remarque dégueulasse ou... Non. Et là, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le personnage de Brat. Donc, depuis le début de l'anime, on a commencé à le connaître un peu mieux. Il nous est maintenant présenté comme un personnage cool et décontracté qui a pris Tatsumi sous son aile et s'occupe de son entraînement. Ce type est badass. C'est un peu la réincarnation de Jojo avec une armure de Power Ranger. Tatsumi le considère comme son mentor et a une grande admiration pour lui. On apprend aussi au début du combat qu'il est ultra fort et a passé quelques années dans l'armée impériale avant de rejoindre Night Red. Donc, pour résumer, super personnalité, bon background et design digne de Jojo Bizarre Aventure. On est proche de l'excellence. Le combat fait alors rage sur le bateau où l'on peut voir toute l'étendue de la détermination et du charisme de Brat. OMG. Bien, maintenant que ça. Bonne idée. Donc après un long combat s'étalant sur 2 épisodes, Brat ayant subi trop de dégâts, lègue son Tegu à Tatsumi qui en avait jusque-là pas encore. Attendez. Tatsumi invoque donc l'armure d'Incursio, une armure augmentant drastiquement la capacité physique de son porteur et réussit à vaincre le dernier membre des 3 bêtes encore en vie. Mais alors, ça veut quand même pas dire que... Cependant, les blessures de Brat étant trop importantes, celui-ci rend l'âme en restant badass jusqu'au bout. Ok. On se calme. C'est bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est scénaristiquement cohérent. Allez, on passe à la suite, on fait comme si rien ne s'était passé, et on continue l'histoire. Donc, après ce léger incident, et qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah, ça! Oh, je sais pas, j'ai trouvé cet endroit, je me suis assis ici et c'était plutôt confortable. Du coup, j'ai plus envie de bouger. Ouais, en fait, t'es conscience cadre. Ouais. Ok, bah pas grave, on continue. Je disais donc, après ce léger incident, l'histoire continue quand Agenda quitte la base et se rend au camp principal de l'armée rebelle pour y recruter de nouveaux membres étant donné que 2 personnes manquent maintenant à l'appel. Pendant ce temps-là, du côté de l'Empire... SDS, qui entre-temps s'est mis à chercher l'âme sœur, rassemble une nouvelle troupe d'élite, les Jaegers. Composé de 6 membres, tout d'abord Wave, l'équivalent de Tatsumi côté impérial, Ran, le type cool et posé qui est par extension l'intendant d'SDS, Kurome, la petite sœur d'Akame qui veut au passage la mort de celle-ci, Seryu, une gamine aux apparences gentilles mais qui se laisse très facilement emporter, toujours en ayant un sens irréprochable de la justice. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est elle qui tue Sherry dans l'épisode 6. Le docteur Stylish, un scientifique fou quelque peu excentrique qui est aussi le mentor de Seryu. Puis Bols, une montagne de muscles membre de la brigade d'incinération. Et enfin SDS, la chef des Jaegers. Je reviendrai sur le personnage d'SDS dans la conclusion à la fin de la chronique. Pour l'instant, on va plus se concentrer sur l'histoire. SDS organise ensuite un grand tournoi pour trouver une personne capable d'utiliser le Taigu de Sherry que l'Empire a récupéré suite à la mort de celle-ci et donc de rejoindre les Jaegers. Étant donné qu'une grosse somme d'argent est également à la clé, Tatsumi participe pour pouvoir envoyer la somme à son village. Il gagne donc sans difficulté. Cependant... SDS a le coup de foudre pour lui et l'emmène dans sa chambre. Vous voyez les enfants, quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez qu'il vous aime en retour, le meilleur moyen, c'est de lui mettre un collier autour du cou, de lui mettre une laisse, et de le traîner chez soi. L'épisode suivant, on retrouve Tatsumi qui assiste aux côtés d'SDS à l'attaque d'un camp de bandits par les Jaegers, ce qui nous permet de se rendre compte de la force et de la cohésion de ceux-ci. Après cette scène bien épique, SDS traîne Tatsumi dans sa chambre et quoi? Putain de bordel de merde SDS, tu l'as rencontré il y a 2 jours et déjà tu lui offres ton corps? Tu es un général tyrannique qui a la moitié du pays pour ennemi et tu invites un parfait inconnu dans ta chambre lui donnant une occasion parfaite pour t'ôter la vie? Mais c'est même plus de l'abus de confiance, c'est de la stupidité à ce point. Bref. Le lendemain, Wave et Tatsumi sont envoyés à l'extérieur de la capitale pour chasser les bêtes sauvages. Tatsumi profite d'un moment d'inattention de la part de Wave pour s'enfuir en revêtant l'armure d'Incursio. Il se fait rattraper par Wave qui l'attaque en le prenant pour un membre de Night Red. Parce que oui, personne chez les Jaegers n'est au courant que Tatsumi fait partie du groupe d'assassins qu'il recherche activement, ni que celui-ci possède un Taigu.
Bon, ça a quand même un bon point vu que l'anime réussit à créer une situation assez complexe où on en arrive à aimer des personnages des deux camps. Ajoutons à ça que Tatsumi soit maintenant recherché par le groupe le plus puissant de l'Empire et on obtient une situation assez complexe qui promet d'être riche en retournements de situation. Qui n'est certes pas à la hauteur de ceux de Durarara, mais qui donne suffisamment de punch à l'histoire pour qu'on puisse kiffer le race. Donc, Tatsumi ne voulant pas faire de mal à Wave pour qui il a développé une certaine affection, sans blague salace, réussit à s'enfuir une deuxième fois non sans quelques blessures qui le mènent aux portes de la mort. Cependant, Akame retrouve alors Tatsumi près de la rivière où il s'est échoué et le ramène à la base de Night Rail, lui sauvant par la même occasion la vie. Une fois de retour à la planque de Night Rail, Tatsumi explique la situation, en un mot, c'est la merde. le reste de l'équipe comprend donc bien que... C'est la merde. Et cela nous permet d'apprendre que Kurome et Akame se veulent mutuellement la mort. Cependant, ce running gag commence à être un peu trop récurrent. Akame fait une déclaration qui pète la classe et jure de tuer SDS quelle que soit sa force. Cependant, Putain, j'avais dit qu'on arrêtait avec ce running gag. On voit alors le Dr Stylish accompagné de guerriers transgéniques ultra creepy au moment où ceux-ci viennent de découvrir la base de Night Raid au milieu de la nuit. Je l'avais dit, ça allait finir par arriver. Résumons la situation. L'Empire a formé une escouade d'élites plus que compétente pour aller exterminer Night Raid qui, eux, au passage, ont perdu 2 de leurs membres dont un de très grande valeur. Tatsumi est personnellement recherché par la personne la plus puissante du monde et la base de Night Raid vient d'être découverte par un scientifique des Jaegers. Comment dire? C'est la merde! Et c'est donc sur ce cliffhanger que nous allons nous quitter. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour la suite de cette chronique. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce type de format. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de liker et toute cette merde. Sur ce, moi je me casse, c'est tout le monde. et moi? Tu me laisses ici ou je vais me faire foutre? Terreau? Oh bah...